Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents à ce point presse. Évidemment, une actualité dominée par la question ukrainienne et nous aurons l'occasion d'y revenir. Cela fait une semaine depuis le début du conflit que nous faisons le maximum avec mes camarades de l'EMACOM et des CIRPA pour vous informer sur la façon dont la France agit dans le cadre de ce conflit. On pourra évidemment prendre toutes les questions que vous avez à ce sujet. Aujourd'hui, je voudrais simplement rappeler quelle est l'action de la France depuis ce début des hostilités. C'est d'abord une action de fermeté vis-à-vis de la Russie, avec de nombreux trains de sanctions extrêmement significatifs qui ont été prises à l'encontre de la partie russe. Ensuite, une action de solidarité à l'égard des Ukrainiens qui sont agressés par les Russes. Cette action de solidarité, elle se matérialise d'une part par une aide financière de la part de la France à hauteur de 300 millions d'euros, par une aide humanitaire et par une aide militaire qui consiste en la livraison d'équipements de défense. On a eu plusieurs fois l'occasion de répondre à des questions de votre part sur la question de ces équipements. Il s'agit d'équipements défensifs dont nous ne donnons pas à dessein la composition pour des raisons de sécurité évidentes, pour ne pas indiquer d'éventuelles vulnérabilités aux belligérants russes. Et donc, voilà, hormis ce que nous avons déjà indiqué, c'est-à-dire des livraisons de gilets pare-balles, de casques, d'équipements de déminage, de trousses de secours. Il y a d'autres équipements, létaux et non létaux, mais sur lesquels nous ne communiquerons pas particulièrement. Et puis, en surcroît de cette action au profit des forces armées ukrainiennes, il y a ces actions de réassurance, à la fois dans le domaine terrestre et à la fois dans le domaine aérien. Donc, des actions de police du ciel qui vont commencer en Estonie à partir de la mi-mars, des actions de police du ciel en Pologne, avec des chasseurs déployés depuis Mont-de-Marsan et avec en appui des avions AWACS et des avions ravitailleurs MRTT. Et puis le déploiement d'un bataillon dit Spearhead, fer de lance, en Roumanie, qui a commencé, avec essentiellement des troupes de montagne. Et une relève de notre contingent déployé dans le cadre de l'opération Lynx en Estonie. Donc voilà, le MACOM sera également disponible pour répondre à toutes les questions sur ce sujet, mais voilà en quelques mots ce que nous faisons. Je rappelle que l'objectif de la France, c'est d'obtenir un cessez-le-feu à ces hostilités, qui est la condition première pour ensuite engager des négociations entre les deux parties. Voilà, donc malgré cette actualité absolument écrasante, on a quand même fait le choix de maintenir un point presse dans un format traditionnel et de vous donner des informations sur des sujets dont évidemment le relief est singulièrement moindre qu'une semaine normale. Néanmoins, c'est aussi l'actualité du ministère des Armées et donc vous nous permettrez les uns les autres de vous donner quelques informations. Alors d'abord, dans le domaine capacitaire, le lancement de la rénovation à mi-vie des hélicoptères d'attaque Tigre au profit de l'armée de terre. C'est un marché qui a été notifié par l'OCAR hier, dont les contributeurs sont la France d'une part et l'Espagne d'autre part. Très concrètement, sur les 67 hélicoptères Tigre de l'armée de terre française, 42 appareils seront modernisés. Ça permettra de prolonger la durée de vie de ces hélicoptères Tigre jusqu'en 2050. L'objectif de ce standard 3, c'est d'adapter le Tigre aux menaces futures. Il y aura deux phases dans ce contrat. Une phase de développement d'abord de 2022 à 2029. Ça représentera 600 emplois chez Airbus Hélicoptères et 300 emplois chez ses sous-traitants. Puis une phase de production qui démarrera en 2027 et qui s'étendra jusqu'en 2036, où là, 150 emplois seront concernés en France. Alors, les évolutions majeures de ce standard 3, ce sont d'une part la réfection et la mise à niveau de l'avionique, d'autre part une connexion au système d'information du combat Scorpion, ce qu'on appelle le SICES, et donc ce qui permet de connecter toute la bulle aéroterrestre, à la fois les hélicoptères, à la fois les blindés, à la fois les soldats déployés. La mise en place des radios communication contact, qui sont donc des postes radio nouvelle génération. La possibilité pour l'hélicoptère Tigre de se géolocaliser grâce à Galileo, et plus seulement grâce au GPS. La possibilité de recevoir des images de drones en temps réel. Un nouveau viseur de casque dit Strix NG, qui permet de faire une désignation d'objectifs, avec un laser de désignation de nouvelle génération. Et l'intégration de deux types de missiles de nouvelle génération, un missile RR Mistral 3 et les missiles dits MHT, missiles de haute trame, qui sont des versions dérivées pour l'aérien du missile MMP, dont la portée pour un hélicoptère Tigre est de 8 km. Le montant du contrat, je crois ne pas vous l'avoir dit, c'est 4 milliards d'euros au total, et la part France s'élève à 2,8 milliards d'euros.
la France déploie de nombreux efforts depuis un temps significatif pour que l'Allemagne se joigne à ce programme. Nous espérons voir nos collègues allemands nous rejoindre prochainement. Toujours dans le domaine capacitaire et dans le domaine de la coopération avec l'Espagne, j'en profite pour vous signaler 2 points. Le premier, c'est la signature par l'Espagne et la France d'un mémorandum d'entente pour que l'Espagne puisse bénéficier d'images issues de la constellation CSO, donc CSO1 et CSO2 à ce stade. Voilà, ça pérennise une coopération qui existait avec Helios et qui va donc se continuer avec CSO. Voilà. Et dans le domaine des télécommunications, là aussi avec l'Espagne, la signature d'un 2e mémorandum d'entente pour développer de manière conjointe un nouveau poste radiologiciel qui s'appellera Synapse M, qui sera compatible de nos PR4G, donc de nos systèmes radio français PR4G, qui sont plutôt l'ancienne génération, et des nouveaux postes dits Contact. Voilà, ces radios Synapse M seront développées puis déployées en version portable à dos d'homme ou intégrées sur véhicule. Ça permettra des échanges de phonie et des échanges de données à haut débit. Voilà pour ces premiers aspects capacitaires. Ensuite, plusieurs points d'actualité en matière de drones et de lutte anti-drone, qui sont des sujets d'actualité. Je vous l'avais dit, en fin d'année dernière, nous avions commandé des drones du commerce, des drones Parrot, pour permettre à nos militaires d'avoir très rapidement des systèmes qui apportent de l'information et du renseignement. Nous avions eu 140 systèmes de 2 drones chacun qui avaient été livrés dans nos 3 armées. 77 d'entre eux équipent dorénavant l'armée de terre, et l'armée de terre est chargée de la formation des militaires de l'ensemble des 3 armées au sein du CFD, le centre de formation des drones, qui dépend du 61e régiment d'artillerie de Chaumont. Ces drones, ils ont une autonomie de 32 minutes, une portée de 4 km et une précision de capteur avec un zoom caméra de jour x32. Donc c'est tout à fait intéressant pour du renseignement tactique au niveau des compagnies dans l'armée de terre ou au niveau des sections. Voilà. Donc une capacité de déployer très rapidement des capacités d'acquisition de renseignements. Voilà, 2e point d'actualité, alors cette fois-ci plus prospectif mais non moins intéressant, un projet qui s'appelle Diplomatics, dont l'objectif c'est de détecter des drones, de les suivre, de les trajectographier dans des environnements complexes, dans des environnements urbains, dans des environnements montagneux. Concrètement, de quoi parlons-nous? On parle d'un réseau de surveillance basé sur 2 technologies, une technologie d'antenne acoustique d'une part, des micros si vous voulez, et une technologie d'imagerie active, d'autre part, des caméras. Voilà. Je parle en termes français, quoi. Donc, les capteurs acoustiques, eux, ont une couverture de rayon de 300 mètres, et donc il y a un réseau qui permet de couvrir toute une zone. Et puis le système d'imagerie active, lui, il a une portée allant jusqu'à 1,5 km. Et donc on couple les informations de ces 2 types de systèmes pour réussir à identifier précisément les drones et ensuite à suivre leur trajectoire, quand bien même il y a beaucoup de masques, il y a beaucoup d'immeubles, il y a beaucoup de reliefs qui feraient que des systèmes classiques auraient du mal à suivre ces drones. Voilà. Ce qu'on constate avec ce système, c'est qu'on a une capacité de détection de drones supérieure à 95%. Et on peut reconnaître le modèle de drone à plus de 85%. Donc c'est vraiment intéressant. C'est l'AID qui soutient ça. C'est un consortium qui travaille sur ce projet avec le CNAM, avec l'Institut franco-allemand Saint-Louis, donc qui dépend du ministère des Armées, et une société privée qui s'appelle Roboost. Voilà, et dernier point d'actualité sur cette question des drones. Vous vous souvenez, je vous avais plusieurs fois parlé des pôles d'innovation technologique, qui sont des espèces de clusters d'innovation avec la DGA, les forces, des industriels locaux. Donc il y en a un dans l'ouest de la France qui s'appelle Bingo, qui est piloté par DGA, Maîtrise de l'information. Et là, ce pôle d'innovation Bingo a lancé un contrat auprès d'une société privée qui s'appelle EPSI, qui permet d'étendre une technologie de radar de détection de piétons à de la détection de drones. Ça fait suite à un appel à projet qui avait été lancé par Bingo. C'est un projet labellisé par l'AID. Ça a été notifié là, il y a quelques jours, et donc c'est une étude qui va durer 9 mois sous le contrôle de la DGA. On vous tiendra au courant des avancées de cette étude qui est prometteuse. Voilà. En termes d'agenda pour la ministre des Armées, alors peut-être avant de passer à l'agenda de la ministre, juste 2 points d'agenda du ministère en tant que tel. Je vous signale les assises de la simplification à l'école militaire lundi 7 mars en fin d'après-midi, sous ton contrôle Pascal, avec la présence du chef d'état-major des armées.
très bien, et j'imagine du chef d'état-major de l'armée de terre, d'une part, et d'autre part une conférence de presse, la conférence de presse annuelle du DGA, qui est le vendredi de la semaine prochaine, vendredi 9 mars. C'est à 9h, c'est ça, donc c'est dans ce même, c'est en amphithéâtre Koenig, donc c'est ici, hein, c'est ça ouais. Donc c'est ici, il faut vous accréditer 2 jours avant. Voilà. Une parole aussi rare qu'elle est précieuse. Très bien. Alors, en matière d'agenda de la ministre des Armées, donc demain, et c'est l'objet de ce point presse, d'ailleurs j'aurais dû le saluer en liminaire, saluer le général Friedling, commandant de l'espace, général commandant, le CDE qui est avec nous pour ce point presse, dont le focus thématique est précisément la question spatiale. Donc demain se déroule la journée de clôture, sous ton contrôle Michel, de l'exercice Astérix, qui avait commencé le 28 février. Donc la ministre s'y rendra à Toulouse, elle sera accompagnée par le commissaire européen, M. Breton, et par 3 ministres, le ministre de la Défense d'Italie, du Luxembourg et du Portugal. Je vous en parle d'autant plus volontiers qu'il y aura un échange avec la presse qui est prévu en marge de ce déplacement de Madame la ministre à Toulouse, où elle parlera spatial et puis elle répondra à vos questions, mesdames et messieurs les journalistes, y compris sur le sujet ukrainien. Je signale en outre que Madame la ministre des Armées aura des temps médiatiques ce soir, en presse radiophonique et télévisuelle. La semaine prochaine, alors évidemment agenda complètement piloté par la question ukrainienne. Elle a néanmoins souhaité maintenir un déplacement au sein de l'armée de terre à Étain, au sein du 3e régiment d'hélicoptères de combat. C'est un régiment qui vient de percevoir ses premiers hélicoptères NH-90, qui étaient jusque-là dotés des hélicoptères d'ancienne génération, Puma et Gazelle. Les 5 premiers sont arrivés, le premier était arrivé en décembre dernier. C'est donc un déplacement sur le thème de la LPM qui délivre dans un territoire qui est un territoire... je ne dirais pas isolé, mais qui est une petite commune. Étain, c'est 3500 habitants, et il y a des centaines de millions d'investissements qui ont été faits au profit de ce régiment d'hélicoptères de combat. Voilà, et je vous signale jeudi prochain un déplacement à Évreux, sur la base aérienne, où nous nous étions rendus grâce au colonel Spey il y a quelques semaines, à l'occasion de l'arrivée du premier C-130J allemand, alors qui est arrivé il y a quelques jours, dont le premier vol opérationnel a eu lieu il y a très peu de temps. Il y a eu une communication sur les réseaux sociaux de fait. Et donc ce déplacement sera fait avec Madame la ministre Lambrecht, la ministre de la Défense de l'Allemagne. Voilà ce que je voulais vous dire en matière d'agenda. Est-ce que vous auriez des questions ? Pascal Samama, BFM Business. J'aimerais savoir si on pouvait les conséquences de la non-participation de l'Allemagne à la modernisation du programme Tigre. Ça, c'est la première chose. Et on parle aussi de retard du lancement du satellite CSO à cause de ce qui se passe avec la Russie. Est-ce qu'on peut avoir des détails sur ces 2 points ? Merci, Monsieur Samama, pour vos 2 questions. Alors, sur le premier point et la non-participation de l'Allemagne, d'abord, c'est toujours la volonté et l'action de la France que de faire rejoindre l'Allemagne à ce projet. En l'espèce, il est clair que ce projet avait été bâti initialement avec une participation allemande et une participation espagnole, que finalement, soyons très pragmatiques, les coûts de développement de ce standard 3 sont supportés désormais par seule la partie française et la partie espagnole, et que donc, là où on aurait pu envisager à un moment de moderniser l'ensemble du parc d'emblée, les 67 hélicoptères Tigre de l'armée de terre. À ce stade, nous allons en moderniser 42. Les 25 derniers seront éventuellement modernisés ultérieurement. Disons que la non-participation allemande donne un caractère de potentialité seulement et non pas de certitude au fait qu'on modernisera les 25 derniers. Bon. Voilà, donc écoutez, le dialogue se poursuit pour permettre d'embarquer l'Allemagne à bord de ce projet. Je ne dis pas non plus que la modernisation des 25 derniers est subordonnée à la participation de l'Allemagne. On pourrait aussi, de manière autonome, souveraine, décider de la modernisation de ces 25 derniers. Mais voilà, très concrètement, on a dû faire des ajustements liés à cette non-participation. Sur votre deuxième question, qui est l'impact de la décision russe de ne plus opérer de fusée Soyouz depuis le centre spatial guyanais, nous avons aujourd'hui 2 satellites CSO qui sont en orbite, un dit de très haute résolution et un d'extrêmement haute résolution. Le dernier satellite de la constellation devait être tiré à la fin de l'année 2022, effectivement sur une fusée Soyouz comme les 2 premiers satellites. Concrètement, l'option qui se dessine, c'est d'utiliser Ariane 6. Ariane 6, dont le premier vol opérationnel est attendu
dans les prochains mois, sans que je puisse être plus précis que dans les prochains mois. Si je devais vous donner un ordre de grandeur du décalage induit par la décision russe de ne plus opérer de fusée Soyouz depuis le CSG, je donnerais un ordre de grandeur d'1 an. Pour autant, je le rappelle, le nombre d'images fournies par CSO 1 et 2 est très très significativement, j'ai plus l'ordre de grandeur en tête, mais plus important que celle qui a été fournie par Helios. Et donc, il n'y a pas, et je parle sous le contrôle de mon camarade Pascal Yanni, il n'y a pas d'impact opérationnel à court terme sur la bonne tenue de nos opérations liées au fait que le lancement de CSO 3 soit un petit peu différé. Voilà. Bon. Par ailleurs, voilà, on a en 2022, pour être complet sur la question des lancements, le lancement de Syracuse 4B, donc le deuxième satellite de télécommunication militaire sécurisé, qui lui était de toute façon d'emblée prévu sur Ariane 5, donc il n'y a pas d'impact sur l'aspect lancement lié à cela. Bonjour, c'est Antonio Torres de l'agence de presse EFE. Par rapport aux montants pour la rénovation d'hélicoptères Tigre, j'ai raté un peu les montants. Vous pouvez nous rappeler, s'il vous plaît, les montants de l'opération ? Oui, monsieur. Le montant total est de 4 milliards d'euros, à la fois pour le développement et la production, donc la mise à niveau physique de ces hélicoptères. Ces 4 milliards d'euros sont ventilés entre 2,8 milliards d'euros à la charge de la France et 1,2 milliard d'euros à la charge de l'Espagne. D'accord, merci. Et par rapport aux accords signés avec l'Espagne, ils ont été signés cette semaine ? J'ai pas le jour précis. Ils ont été signés au niveau des directeurs de l'armement, donc ce qu'on appelle la DIGAM en Espagne, et la Direction Générale de l'Armement chez nous. Bertrand, as-tu la date exacte ? Ok. Enfin, c'est il y a quelques jours. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Autre question ? Alors, Gina m'a dit que Jol Presse Genève et TV Bostel Chicago et Jol Presse France et JMAG Genève et Bostel Chicago. Alors, j'aurais voulu savoir, ce contrat, il est entre la France, l'Espagne et éventuellement l'Allemagne et les autres pays de l'Union, comment elle gère. Et j'aurais voulu aussi savoir, comme je suis de l'Europe de l'Est, chez nous, il y a une rumeur qu'il y a des soldats professionnels français en Ukraine. Est-ce vrai ? Merci madame pour vos questions. Pour la première question, c'est un contrat qui est passé par une agence transnationale qui s'appelle l'OCAR, l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement, qui n'est pas une instance de l'Union européenne, qui est une organisation multilatérale dont la France, l'Espagne et l'Allemagne font partie. Il n'y a pas d'autres pays européens ou d'autres pays de l'OCAR impliqués dans ce projet, tout simplement parce qu'il ne doit pas y avoir d'autres pays que les 3 que j'ai mentionnés qui possèdent aujourd'hui des hélicoptères Tigre, et le projet dont nous parlons, c'est bien une rénovation d'hélicoptères existants. Sur votre deuxième question, et je laisserai peut-être mon camarade du CIRPATER compléter, la position du ministère des Armées est que, si c'est le sens de votre question, madame, un militaire français ne sert qu'un pays, la France, et donc il n'est pas permis, il n'est pas loisible à un militaire français de s'engager sur un théâtre d'opération où la France n'est pas partie. Un militaire français ne choisit pas son combat, ne choisit pas les conflits dans lesquels il intervient. Donc voilà, c'est une position extrêmement claire. Bonjour à tous, Christophe Villon pour le magazine Airfan. 2 petites questions par rapport à la crise en Ukraine. Première question, effectivement, l'aide internationale donc, a eu en fait 2 aspects, à la fois donc, de la formation en fait, des forces ukrainiennes, mais aussi bien sûr une aide matérielle, notamment américaine, par le biais de missiles anti-chars. De l'autre côté, est-ce que la France a formé aussi des militaires ukrainiens ? Et concernant aussi donc l'envoi de matériel donc, militaire à l'Ukraine, cet envoi est-il donc un don de notre part ? On leur a vendu quelque chose ? Voilà, déjà ça. Et enfin, sur la police du ciel, quelles sont les limites de cette action pour nous ? Est-ce que si des avions ukrainiens sont en combat avec des avions russes, est-ce que nous, on doit faire, entre guillemets, la police du ciel à ce niveau-là ? Merci beaucoup. Alors, je vais commencer et puis mon camarade complétera.
En termes de livraison, il s'agit de cessions qui sont gracieuses depuis le début du conflit. On ne fait pas payer l'Ukraine pour les cessions d'équipements défensifs que nous avons livrés et que nous continuons à livrer. Il y a eu dans la période précédente au conflit des échanges d'armement entre la France et l'Ukraine, 124 millions d'euros d'armement qui avaient été vendus à l'Ukraine entre 2011 et 2020, avec comme équipements les plus significatifs 20 patrouilleurs pour les gardes-côtes en mer Noire et des missiles Mika, donc des missiles de très courte portée à vocation défensive pour des corvettes ukrainiennes. Ça, c'était dans le cadre de cessions onéreuses, de contrats d'armement classiques, et depuis le début du conflit, des cessions gratuites. Voilà. En matière de formation, à ma connaissance, il n'y a pas de formation de soldats ukrainiens depuis le début du conflit. Pascal Yanni précisera, le cas échéant. Et en matière de police du ciel, je ne sais pas, tu veux répondre, Pascal ou Stéphane? Ouais. Alors les missions qui sont réalisées actuellement au-dessus de la Pologne s'inscrivent dans le cadre de l'opération Noble Shield de l'OTAN. Elles s'inscrivent dans le cadre du renforcement de la posture défensive et dissuasive de l'OTAN sur son flanc oriental, compte tenu de l'évolution de la situation en Ukraine et des hostilités déclenchées le 24 février. Et elles visent à assurer des missions de surveillance aérienne, voire de défense aérienne, uniquement au-dessus des territoires de pays appartenant à l'OTAN. D'accord ? Il n'est pas question d'aller ailleurs qu'au-dessus de pays appartenant à l'OTAN. Monsieur Lamigeon d'abord, qui me semblait avoir levé la main. Bonjour. Une petite question sur les Antonov. Donc j'avais cru comprendre qu'une partie des Antonov avait été détruite dans les bombardements, notamment le 225. Là, vous semblez en avoir trouvé, en tout cas pour les Antonov 124, d'autres disponibles pour les déploiements en Europe de l'Est. Est-ce que vous avez des inquiétudes sur la disponibilité à moyen terme de ces avions, sachant que si l'usine a été prise par les Russes ou détruite, il y a peut-être des problèmes de pièces détachées et de maintenance, et savoir si ça pouvait poser un problème dans l'optique du retrait partiel de l'opération Barkhane. Merci beaucoup. Je laisserai Pascal Yanni compléter, mais d'abord, il n'y a pas que des Antonov comme équipements qui permettent de désengager ou de porter des charges très lourdes. Je veux dire, il y a aussi des C-17, des Galaxy, enfin voilà, donc il existe d'autres types d'équipements. Et par ailleurs, effectivement, on utilise actuellement des Antonov. La question que vous pointiez, qui est celle de la disponibilité sur le temps long des pièces de rechange de ces Antonov, est une bonne question qu'on est en train d'instruire. Mais à ce stade, je ne vois pas de difficultés particulières pour nos transports stratégiques. Est-ce que vous avez des nouvelles, ou peut-être que c'est déjà sorti, mais j'ai pas pu trouver, des 4 légionnaires qui ont été placés en détention en Centrafrique? Est-ce qu'on a des nouvelles et est-ce qu'ils sont sortis? Et est-ce qu'on connaît les conditions de détention dans lesquelles ils ont été placés? Et dernière question connexe, est-ce qu'on sait à quel régiment ils appartenaient? Ils ont été libérés, je pense il y a plus d'une semaine. Voilà. Je ne sais pas s'il y a plus d'informations à donner. Enfin, il y a eu une action diplomatique intense, il y a eu une action de l'Organisation des Nations Unies, il y a une organisation du gouvernement français pour permettre la libération assez rapide au bout de quelques jours de ces 4 légionnaires. Alors, juste quelques précisions. Déjà, ce sont certes des légionnaires, mais ce sont avant tout des militaires français qui servaient au sein de la MINUSCA. Donc ils étaient placés sous le statut juridique des militaires de l'ONU, enfin des militaires engagés au titre de la MINUSCA. Donc ils bénéficient de privilèges et d'immunités qui sont clairement établis dans ce qu'on appelle un SOFA, le statut de la MINUSCA qui a été signé avec les autorités centrafricaines. Donc le fait qu'ils aient été retenus, pas détenus, retenus, parce qu'ils n'étaient pas en prison, ils n'étaient pas attachés, ils étaient retenus dans la caserne de gendarmerie de Bangui, est totalement inadmissible. Et ça, on l'a dit, le chef d'état-major l'a dit, donc c'est clair, c'est totalement inadmissible. Ça veut dire que l'État centrafricain n'a pas respecté le cadre juridique dans le cadre duquel la force de l'ONU est engagée. Deuxième point, effectivement, ils ont été libérés, et les charges qui étaient portées contre eux, un petit peu fantaisistes, atteinte à la sûreté de l'État, tentative d'assassinat du président Touadéra, n'ont pas été retenues. Voilà. Mais j'insiste sur le fait que ce qui s'est passé est totalement inadmissible au regard de la mission, de l'existence et du déploiement d'une mission des Nations Unies sur le sol centrafricain. Autre question d'actualité, sinon nous passons au point sur le spatial. Oui, monsieur le porte-parole, on a une question en ligne de monsieur Jean-Marc Tanguy. Bonjour monsieur Tanguy.
Oui, c'est pas une question, c'est deux questions. La première, est-ce que vous confirmez la livraison prochaine de missiles MMP à l'Ukraine, ainsi que d'autres types de missiles qui ne sont pas en service dans l'armée française? C'est ma première question. Et deuxième question, est-ce que dans les 500 millions d'euros que l'Union européenne va acheter pour l'Ukraine, il y a des armements qui sont fabriqués par la France? Et peut-être même donc ces fameux MMP. Merci à vous. Alors, merci Monsieur Tanguy. Vous ne serez pas surpris par ma réponse, mais nous ne communiquons pas le détail des équipements de défense qui sont livrés, je le répète, pour des raisons de sécurité opérationnelle et pour des raisons de non-transmission d'informations aux belligérants que nous ne soutenons pas. Donc, hormis la liste que j'ai indiquée tout à l'heure et que j'ai déjà communiquée à plusieurs reprises dans les médias, nous ne communiquons pas sur la nature des équipements défensifs que nous cédons aux forces armées ukrainiennes. Sur l'enveloppe de 500 millions d'euros prévue par l'Union européenne, donc qui prévoit 450 millions d'euros létaux, enfin d'armements dits létaux et 50 euros d'armements dits non létaux, je ne peux pas répondre précisément à votre question. Je n'ai pas d'indication précise sur un volume d'armement français inclus dans ces 500 millions d'euros, mais les discussions sont en cours et donc nous verrons comment cela se poursuit et on vous tiendra au courant. Louis Pagès, Soir Matin. Bonjour monsieur. L'actualité sur le redéploiement. Oui, bonjour. Juste, est-ce que vous avez des précisions sur le redéploiement ou la réactualisation du GAN, donc qui a été déployé plutôt en Méditerranée orientale au profit de l'opération Chamal. Il semblerait que, vu l'actualité, ils reviennent plutôt en Méditerranée centrale, voire au sud de la mer Noire. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu ces nouvelles missions ? Merci monsieur pour votre question. Le porte-avions était en arrêt à Limassol à Chypre, en escale, pour maintenance technique. Il a repris la mer aujourd'hui ou la reprendra demain. Il l'a repris hier, il a repris la mer hier, il poursuit sa posture opérationnelle en Méditerranée. Je n'ai pas plus d'éléments à ce stade à vous communiquer. Le porte-avions a repris sa posture opérationnelle. Voilà. Autre question ? Bon. Mon général, Michel, tu es bien en ligne ? Est-ce que le général en ligne est avec nous ? Super. Bien, donc maintenant, un point avant de passer aux opérations avec le colonel Yanni, un point sur le spatial avec le général Friedling, que nous avons l'honneur de recevoir dans ce point presse à distance, que j'imagine nous verrons à l'écran très rapidement. Quelques mots d'introduction extrêmement brefs de ma part avant de céder la parole au général. Le contexte de ce focus thématique, c'est un exercice dit Astérix qui fait suite à l'exercice de l'année dernière qui s'appelait Astérix 21. Et donc là, nous sommes dans Astérix 2022. Nous sommes au 8e jour, aujourd'hui même, de cet exercice Astérix. Alors, pourquoi on vous parle de spatial ? L'année 2021, ça a été une année faste sur le plan spatial pour la France. On a mis en service, je vous en parlais tout à l'heure, le satellite Syracuse 4A, qui triple les performances de ses prédécesseurs Syracuse 3. On avait lancé le 16 novembre dernier, souvenez-vous-en, CERES, qui est une constellation de 3 satellites de renseignement d'origine électromagnétique, ce qui nous fait rentrer dans un club extrêmement fermé des grandes puissances mondiales aptes à capter du renseignement dans l'espace d'origine électromagnétique. Et puis, un contexte de menace avec cette destruction, et c'est pas sans lien avec l'actualité ukrainienne, d'un missile russe, d'un ancien satellite russe, voilà, qui avait généré des milliers de débris. Attitude largement condamnée par la communauté internationale et par la France. Il y a aujourd'hui à peu près 5000 satellites qui sont actifs en orbite et des dizaines de milliers d'autres probablement en orbite d'ici 10 ans. Donc c'est un contexte à la fois d'opportunité, pouvoir capitaliser sur le New Space pour démultiplier nos capacités spatiales, et un contexte de menace puisque l'accès à l'espace est facilité et le nombre de satellites se multiplie. Donc devant ce constat, la ministre des Armées avait souhaité déployer une stratégie spatiale de défense à la demande du président de la République. Bon, l'objectif, il est clair, c'est à la fois sécuriser notre économie. On estime que chaque citoyen en France utilise entre 10 et 40 satellites pour téléphoner, pour se géolocaliser, pour tout un tas d'actions de la vie quotidienne. Donc, un déni d'accès à des capacités satellitaires, ce sont des pans entiers de l'économie qui s'effondrent, d'une part. D'autre part, c'est évident, mais pour mener nos opérations militaires, nous avons besoin du spatial, que ce soit pour prendre des images de la Terre et donc faire du renseignement, que ce soit pour communiquer avec nos satellites de télécommunication.
Notamment, on a un besoin irrépressible de capacité spatiale pour mener nos opérations militaires. Et donc, il était nécessaire de faire face à ce que nous percevions comme un environnement menaçant. La ministre des Armées avait rendu public une tentative d'espionnage qui avait été enrayée par la France sur un de nos satellites militaires, Athéna Fidus, par un satellite russe qui s'appelle Louche Olympe. Donc, la stratégie spatiale de défense, elle s'articule autour de 4 axes. Une nouvelle doctrine, c'est-à-dire, oui, l'espace est un usage pacifique, non, ça ne doit pas être le Far West, mais désormais, on assume de se défendre activement dans l'espace, ce qui était une nouveauté. 2, des moyens capacitaires nouveaux. Et pour ça, il fallait de l'argent. Donc, la loi de programmation militaire a prévu, en plus des 3,6 milliards d'euros déjà prévus sur le spatial, 700 millions d'euros supplémentaires pour nourrir 3 nouveaux champs capacitaires. Un volet de surveillance, d'une part. C'est notamment la modernisation des radars graves. C'est notamment le développement de nanosatellites pour surveiller dans la périphérie de nos satellites les plus précieux l'approche éventuelle d'ennemis. C'est la défense active spatiale, voilà, et le général Friedling pourra en parler mieux que moi, et puis ce qu'on appelle le Command and Control, le C2, qui permet de faire dialoguer nos capteurs et nos effecteurs. Donc la façon dont on détecte et la façon dont on agit. Voilà. Il y a plusieurs programmes d'armement qui ont été lancés pour répondre à cela. C'est pas mon rôle de rentrer dans ces détails-là maintenant. On a, troisième axe de cette stratégie, créé une nouvelle gouvernance avec la création du commandement de l'espace que commande le général Friedling. Le CDE est un acteur qui s'est imposé immédiatement dans le paysage militaire et même bien au-delà, puisqu'il est le fédérateur, le coordonnateur des capacités spatiales, des capacités d'expertise également au ministère des Armées, avec beaucoup d'autres acteurs, la direction générale de l'armement, la direction du renseignement militaire et beaucoup d'autres, mais le CDE en est l'organe fédérateur. Et enfin, un plan d'expertise et un plan de montée en puissance en termes de ressources humaines, d'ingénieurs, de militaires spécialistes des opérations spatiales. Tout ça, ça s'inscrit dans un cadre européen. Il ne vous aura pas échappé que le programme spatial européen sur la période 21-27 est doté de près de 15 milliards d'euros, en augmentation par rapport au précédent plan qui prévoyait 11 milliards d'euros. Il y a eu, dans le cadre de la PFUE, mercredi 16 février, une réunion des ministres européens chargés de l'espace qui a réaffirmé l'impératif catégorique pour l'Europe de se doter d'infrastructures souveraines, critiques, notamment pour la connectivité, et d'œuvrer au déploiement de règles communes pour l'espace. Voilà ce que je voulais vous dire en propos liminaire. Je vais maintenant céder la parole au général Friedling qui, d'une part, va vous détailler le scénario de l'exercice Astérix, pourquoi on fait cet exercice, quelles sont les forces mobilisées, qu'est-ce qu'on simule, comment ça nous fait monter en gamme, d'une part, et d'autre part, qui fera un retour d'expérience sur les plus de 2 années d'existence du commandement de l'espace, et il se tiendra à l'issue à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Mon général, cher Michel, c'est à toi. Monsieur le porte-parole, et mesdames et messieurs, cher Hervé, merci pour cette introduction. Je crois que l'actualité nous montre à quel point, et ça vient d'être dit, les analyses que nous avions faites lors des travaux de la stratégie spatiale de défense sont aujourd'hui extrêmement pertinentes. Et si je voulais que vous reteniez un message de cette intervention, c'est que, vous le savez, le domaine spatial évolue, il évolue très vite et le rythme ne cesse de s'accélérer, mais que nous allons très vite aussi. Nous sommes très dynamiques, les enjeux sont extrêmement forts et donc nous tâchons d'y répondre de la manière la plus agile, la plus dynamique possible. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour faire face à ces enjeux qui ne cessent de croître. Alors je ne reviens pas, ça vient d'être dit en introduction par le porte-parole sur l'importance du spatial, tout cela est aujourd'hui bien connu, si vous voulez on y reviendra dans les questions sur notamment les chiffres en matière de lancement, la montée en puissance de la Chine dans le domaine spatial. En revanche, il me semble utile d'enfoncer le clou sur ce que vient de dire le porte-parole sur l'importance stratégique de l'espace vis-à-vis des opérations et de notre autonomie stratégique. J'aime à dire que c'est un facteur d'intelligence et de supériorité essentiel, critique pour nos armées et pour nos opérations. Et que, d'une certaine façon, c'est l'oxygène de nos armées déployées en opération force de souveraineté, et que sans cet oxygène, nos armées seraient rapidement asphyxiées et neutralisées. Je n'ai pas aujourd'hui de meilleur exemple pour illustrer cette importance. Et cette importance ne va faire que croître avec la connexion de l'ensemble de nos plateformes et senseurs
dans ces systèmes de combat interconnectés collaboratifs que nous allons mettre en œuvre, que ce soit dans le milieu aérien, naval ou terrestre. Et j'irai même plus loin, dans l'ensemble des milieux, dans les opérations multimilieux, multichamps. Ces aspects défense et sécurité, c'est une nouveauté, sont par ailleurs omniprésents maintenant dans le débat public. Ça a été également dit par le porte-parole en introduction. C'était notamment le cas lors de la 14e conférence spatiale européenne à Bruxelles les 25 et 26 janvier dernier, alors qu'ils avaient été totalement absents dans les éditions précédentes. Je vous renvoie aux déclarations du commissaire Breton, de Monsieur le maire et de Madame Parly, ministre des Armées, qui tous ont évidemment, mais ce ne sont pas les seuls, ont insisté là-dessus. Et puis, je terminerai cette brève introduction en vous citant cette phrase du président de la République le 16 février dernier, ici à Toulouse, qui disait « Sans maîtrise de l'espace, pas de souveraineté stratégique et militaire ». Phrase qui me semble extrêmement forte. Donc pendant ce temps, eh bien, pendant que ces enjeux étaient à la fois bien connus de tous et montés en puissance, nous avons nous aussi travaillé d'arrache-pied pour mettre en place ce spatial de défense de la manière que nous avons voulu, je vous l'ai dit en introduction, la plus dynamique, la plus agile, la plus innovante, la plus audacieuse possible. Alors je vais vous donner quelques exemples de ce que nous avons atteint ces 2 dernières années. Un des axes, a été dit en introduction de cette stratégie, c'était la réforme de la gouvernance. Ça a été dit également, le CNES est notre premier partenaire, j'aime à le rappeler à chaque intervention, sur l'ensemble des sujets de notre montée en puissance, l'innovation, les programmes, les opérations, la formation, le transfert d'expertise, la génération d'expertise. Et la gouvernance entre le CNES et le MINARM a été réformée par un accord qui a été signé le 10 mai dernier par le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement et le président directeur général du CNES. Et désormais, nous travaillons au sein de 9 groupes de travail conjoints entre le ministère et le CNES, et tout cela chapeauté par un comité directeur qui se réunit tous les 6 mois, ce qui donne beaucoup d'efficacité à notre action commune et permet de dégager le maximum de synergie. Deuxième élément de notre action ces dernières années, et c'est très récent, la modification de la loi sur les opérations spatiales. La ministre des Armées, Madame Parly, a présenté très récemment au Conseil des ministres une ordonnance relative à la protection des intérêts de la défense nationale dans la conduite des opérations spatiales et l'exploitation des données d'origine spatiale. Désormais, la modification de la loi sur les opérations spatiales, qui était un objectif de la stratégie spatiale de défense, est une réalité. En matière de capacité, je ne reviens pas sur ce qui a été fait, simplement pour dire que nous avons vécu le renouvellement de nos capacités spatiales avec encore néanmoins 2 satellites à lancer, CSO-3 et Syracuse 4B, dans un tempo qui est tout à fait inhabituel et inédit dans l'histoire du spatial de défense. En moins de 4 ans, nous aurons renouvelé l'ensemble de nos capacités spatiales militaires, ce qui était un enjeu considérable. Nous avons également lancé le programme effet majeur ARES, qui est la concrétisation de cette nouvelle ambition spatiale de maîtrise de l'espace, qui est cette nouveauté de la stratégie spatiale de défense, qui intègre les composantes surveillance de l'espace, défense passive et active, ainsi que les outils de commandement et de contrôle. Le premier incrément a été lancé en juillet 2021, validé par la ministre, et qui nous permettra d'ici 2024 d'avoir une première capacité de C2 spatial, un démonstrateur d'action en orbite et la réalisation du successeur du système Grave. Nous avons également élaboré et présenté à la ministre, qui l'a validé à l'été 21, une feuille de route globale pour la maîtrise de l'espace qui rassemble l'ensemble de nos capacités spatiales futures militaires et qui donne une vision à l'horizon 2030 du renouvellement et du développement capacitaire pour répondre aux enjeux de la stratégie. En complément de ou plutôt ça fait partie de cette feuille de route, je voudrais souligner la contractualisation de services spatiaux auprès d'opérateurs de confiance, qui est également un des axes de la stratégie spatiale de défense, puisque nous avons signé en 2021 2 contrats, l'un avec la société Ariane Group pour la fourniture de données de surveillance de l'espace d'origine optique, et puis l'autre avec la société Safran Data System pour la fourniture de données de surveillance de l'espace également, mais d'origine radiofréquence. Je souligne l'efficacité, la flexibilité de ce type de contrats, qui sont des partenariats gagnant-gagnant où l'on co-construit avec l'industriel des services qui viennent en complément de nos capacités patrimoniales par ailleurs. En matière d'innovation, vous le savez, nous avons le laboratoire d'innovation spatiale qui est intégré maintenant qui est inséré au pôle Aerospace Valley. C'est un
une entité qui nous permet d'avoir une veille complémentaire de celle du CNES, de capter les bonnes idées, de faciliter l'expression des besoins auprès de ces acteurs du New Space notamment, mais pas uniquement, d'imaginer des démonstrateurs que l'on propose ensuite sous forme de projets d'innovation à l'Agence Innovation de Défense, autour de projets qui sont ensuite financés, et en partenariat avec les 200 acteurs que nous connaissons bien maintenant, qui nous connaissent bien et qui nous sollicitent autour de ces projets d'innovation. Nous nous appuyons donc sur un certain nombre d'acteurs très innovants, y compris de la deep tech. Et je vous donne un exemple de 3 projets qui ont été récemment labellisés et qui sont lancés. Donc l'un concerne l'IoT pour les objets militaires par satellite. L'autre concerne la simulation pour la caractérisation de la manœuvre des satellites inamicaux ou hostiles. Et le troisième concerne les hautes puissances de calcul, donc le développement d'algorithmes et que l'on appelle Nemesis, ce projet, qui sera un véritable bac à sable numérique qui nous permettra de développer des briques qui seront ensuite nécessaires pour le développement du commandement et le contrôle des opérations spatiales. J'en viens aux coopérations. Bon, vous le savez, là aussi, nous avons œuvré, parce que c'est un des axes de la stratégie, à développer ces coopérations. Nous avons adhéré en 2020 au forum multinational CSPO, forum très important puisque nous y développons des discussions sur les domaines politiques, juridiques et capacitaires, opérationnels, pour favoriser l'interopérabilité et être en mesure de répondre collectivement à des menaces dans l'espace. Nous avons également continué à développer les partenariats bilatéraux avec l'ensemble des acteurs avec lesquels nous avons l'habitude de travailler, mais aussi d'autres. Nous avons par exemple signé récemment un accord avec l'Allemagne pour permettre d'accroître les échanges en matière de surveillance de l'espace, et nous avons des groupes de travail très actifs sur ce sujet avec l'Allemagne. Nous contribuons également aux travaux européens à travers les programmes Galileo, GovSatcom et USST. Nous participons avec le Quai d'Orsay, la Direction générale des relations internationales et de la stratégie à tous les travaux qui ont lieu dans le cadre des Nations Unies concernant les normes de comportement. Les dernières évolutions en date, c'est l'adoption d'une deuxième résolution britannique fin 2021 qui donnera lieu à la création d'un Open-Ended Working Group sur maintenant l'élaboration de ces normes de comportement responsable dans l'espace, ce qui est une chose absolument essentielle pour préserver un espace utilisable par tous. Un mot sur le centre d'excellence OTAN. Vous le savez, nous avons été désignés pour accueillir et mettre sur pied ce centre d'excellence. Nous avons travaillé d'arrache-pied depuis cette décision. La première conférence d'établissement a eu lieu fin 2021. Ça a été un véritable succès. Plus de 20 nations ont participé à cette conférence. Nous avons aujourd'hui 14 nations qui ont annoncé leur participation à ce centre d'excellence, ce qui est un excellent score. D'autres sont encore en train de réfléchir. Nous aurons ici même à Toulouse, fin mars, la deuxième conférence d'établissement de ce centre d'excellence OTAN, et nous espérons bien encore avoir quelques nations qui vont se déclarer dans ce cadre pour participer au centre. Et maintenant, nous travaillons à l'accréditation par l'OTAN de ce centre, ce qui nécessite la rédaction, travail qui est presque terminé, d'un concept pour le centre et également d'un Memorandum of Understanding, ainsi que d'un accord complémentaire au protocole de Paris. Nous travaillons également à la mise en place d'une première capacité opérationnelle dès l'été 2022. Vous voyez que c'est un tempo qui est extrêmement dynamique. Et puis la création physique du centre, nous y travaillons également. Ce centre disposera de ses propres infrastructures à l'horizon 2025, à proximité géographique immédiate du centre des opérations du commandement de l'espace et au sein de l'écosystème spatial toulousain, créant ainsi des synergies très bénéfiques. D'ici là, nos premiers officiers insérés étrangers rejoindront Toulouse cet été et seront hébergés avec les premiers officiers français dans les locaux du commandement de l'espace. Un mot sur la montée en puissance RH. Vous savez, notre cible est à 500 en 2025, ça n'a pas bougé. Notre priorité, c'est de développer l'expertise, de former des opérateurs spatiaux. Ça se fait à la fois à travers la conduite d'opérations réelles ou le suivi d'événements réels. Tout à l'heure, nous évoquions des chiffres. Sachez que nos satellites prennent 500 images jour, tout capteur confondu, soit plus de 160 000 images par an. Ça, ce sont des réalités. C'est notre unité de CREI qui réalise cela.
le CEMOS. Nous faisons de l'appui spatial aux opérations par des productions de ce qu'on appelle de Satran, de PIDOP, de météo solaire, prévision de passage. Donc ça, c'est à la fois de l'activité opérationnelle, mais c'est du maintien et de la croissance de compétences opérationnelles. Nous avons également formé plus de 300 stagiaires, je dirais, à travers ce qu'on appelle la formation initiale espace, qui donne une connaissance 360 degrés de l'ensemble des enjeux liés au spatial de défense. Donc ceci depuis 2018. Et enfin, nous recrutons de jeunes talents, nous recrutons beaucoup de jeunes officiers sous contrat qui disposent de masters spécialisés ou de diplômes d'ingénieurs, dont certains de très haut niveau, qui nous rejoignent fascinés et attirés par les enjeux de défense et par évidemment l'espace. La formation à l'emploi, qui nous est donnée notamment par le CNES, avec depuis 2019 une vingtaine d'officiers qui ont été formés sur des postes d'ingénieurs mission, de maintien à poste et d'orbitographie. Je dirais un mot très très bref sur le hackathon, qui est également une façon d'attirer des talents. Le hackathon, c'est une épreuve que vous connaissez et qui a été inaugurée l'année dernière, en 2021, pour la première fois, qui a été un succès avec environ 120 participants, très jeunes, moyenne d'âge 24 ans, en 29 équipes, sur 2 challenges. Et une édition que nous allons réitérer en 2022 avec une ouverture internationale à l'échelle européenne, donc nous y travaillons. Vous avez ici les dates et je vous renvoie sur le site qui est en bas à droite de l'affiche pour avoir davantage d'informations. La préparation opérationnelle, c'est aussi des exercices qui me constituera une excellente transition vers Astérix. C'est 4 exercices principalement, 3 organisés par les Américains, Shriver Wargame, Global Sentinel et Sprint Advanced Training, Concept Training, et puis notre exercice national, dont la première édition a eu lieu en 2021, qui a été une première du genre en Europe, et d'ailleurs, on peut dire l'unique exemplaire d'un tel exercice, qui a eu une répercussion mondiale majeure, puisque nous avons, par la veille presse, nous avons pu voir que c'est un sujet qui a été suivi dans le monde entier, y compris chez nos compétiteurs. Voilà, alors j'en viens maintenant à cet exercice. En disant plusieurs choses. La première, c'est la complexité d'organiser un exercice. L'année dernière, nous avons fait une première édition qui était une nouveauté. Cette année, nous avons un exercice qui est beaucoup plus complexe, qui a demandé un an de travail. Quels sont les objectifs de cet exercice ? Je dirais que le premier, alors de manière générale, la philosophie de l'exercice, c'est à la fois d'entraîner nos opérateurs, c'est un exercice opérationnel, et donc leur permettre de monter en expertise, mais c'est aussi un outil de test et d'expérimentation. Et ça, c'est très important pour nous, c'est-à-dire que nous testons des organisations, des process et des outils dans cet exercice, nous en tirons des enseignements, et nous testerons l'année prochaine de nouvelles organisations, de nouveaux process, si nous avons eu besoin de les ajuster. Alors, les grands objectifs de cet exercice, je dirais que, je viens de le mentionner, c'est expérimenter une organisation du commandement et du contrôle des opérations spatiales militaires, une organisation fonctionnelle. C'est expérimenter les interactions avec l'ensemble des autres acteurs du ministère, institutionnels ou commerciaux, participer à la réflexion conceptuelle et au développement capacitaire. Et nous avons d'ailleurs inséré la DGA dans la cellule retour d'expérience de l'exercice, en tout cas les cellules d'animation de l'exercice. Et nous avons les officiers également programmes de surveillance de l'espace et de maîtrise de l'espace qui sont aujourd'hui des joueurs à part entière dans cet exercice. Évidemment, améliorer et développer nos partenariats internationaux, acculturer l'ensemble des joueurs, parce que nous avons aujourd'hui des joueurs qui viennent de divers horizons, pas uniquement militaires, aux enjeux de défense. Cet exercice s'appuie sur un environnement qui est très réaliste. Alors nous avons une situation géopolitique fictive, inspirée de menaces actuelles et futures, avec un environnement spatial qui est simulé, avec une population orbitale qui représente 10 000 objets, sur toutes les orbites, et un scénario qui comprend 16 événements spatiaux qui couvrent l'ensemble du spectre des menaces aujourd'hui plausibles dans l'espace. Nous avons développé un plateau technique que nous appelons le MissionNet qui connecte l'ensemble de ces acteurs, mais également des outils et des systèmes de surveillance, capteurs, de manière extrêmement réaliste. Et parmi les acteurs, je voudrais mentionner le commandement du cyber, la direction du renseignement militaire, la direction, donc la DIRISI, le CNES évidemment, qui est un joueur à part entière, les opérateurs de confiance du ministère qui sont présents en salle au travers d'un concept que nous testons, qui est la cellule d'intégration commerciale, et nos partenaires étrangers. Par rapport à l'année dernière, cet exercice est plus ouvert. Plus ouvert parce que, je viens de le dire, il couvre l'ensemble du spectre opérationnel des joueurs du ministère, y compris les contrôleurs opérationnels des charges utiles, DRM et DIRISI. Il est plus ouvert parce qu'il implique la chaîne de cyberdéfense du ministère, plus ouvert parce qu'il joue davantage
la fonction renseignement d'intérêt spatial et plus ouvert par l'implication de partenaires étrangers. Cette année, nous avons 4 nations participantes auxquelles s'est ajoué le service européen d'action extérieure à travers un incident qui concerne la constellation Galileo. Il est plus ouvert avec nos partenaires industriels et institutionnels en les intégrant, je vous l'ai dit, dans une cellule dédiée dont on teste le concept. C'est aussi un exercice qui est plus dense. L'exercice se déroule sur une période de 24 jours virtuels compressés en 6 jours réels avec 16 événements qui couvrent l'ensemble du spectre sur toutes les orbites. Je peux vous dire à ce stade que l'exercice est un grand succès. Nous avons invité beaucoup de partenaires étrangers à venir voir ce que nous faisions et à nous donner un aperçu de leur ressenti. Nous avons accueilli cette semaine 27 délégations étrangères, de pays étrangers ou d'organisations internationales. Donc 25 pays, plus l'Union européenne et l'OTAN, sont venus regarder cet exercice. Et ce qui a donné lieu à des échanges extrêmement nourris et de très grandes manifestations d'intérêt, évidemment, pour être impliqués dans l'édition de l'année prochaine. Voilà, il est encore un peu trop tôt pour livrer les enseignements de cet exercice. Je peux vous dire simplement que dans l'ensemble, les objectifs sont atteints. Nous avons validé dans ces grandes lignes l'organisation fonctionnelle du commandement et du contrôle que nous avions imaginé. Nous avons acculturé l'ensemble des acteurs à un vocabulaire commun, à des process communs et à des outils. Nous avons testé les concepts que nous voulions tester, notamment la cellule d'intégration commerciale, et nous avons suscité un intérêt international considérable vis-à-vis de cet exercice, non seulement de l'exercice bien sûr, mais des enjeux, pour avoir eu quelques échanges avec des partenaires étrangers tout à l'heure en bilatéral, vis-à-vis des enjeux. Il y a une prise de conscience de certains d'entre eux, des enjeux à travers l'exercice, qui me semble particulièrement notable. Je termine là-dessus. Je vous propose de regarder le clip que nous avons réalisé pour cet exercice, dans sa version française, puisque nous l'avons fait en 2 langues, et je répondrai ensuite à vos questions si vous le souhaitez. Bien, merci beaucoup mon général. On va maintenant prendre des questions pour le général Friedling. Je vous demande de bien vous présenter s'il vous plaît. Je ne sais pas si le général vous voit, je n'en suis pas sûr. Bonjour général, bonjour à tous. Guillaume Langin de Ciel et Espace. Merci pour votre point et votre bilan de l'année 2021. En fait, j'avais 2 questions, une pour le général et peut-être une plus pour vous, puisqu'elle est en lien avec l'actualité. La première pour le général, c'est au sujet des télescopes Tarot de surveillance de l'espace. Alors en 2021, quel usage vous en avez fait? Combien de télescopes avez-vous utilisé? Et comment se passe la co-utilisation avec les astronomes, puisque ce sont des télescopes aussi utilisés pour l'astronomie? Et puis la question de l'actualité, en fait, qui est en lien avec le spatial, c'est depuis le début de la guerre en Ukraine, est-ce que l'armée française a constaté des agissements hostiles dans l'espace de la part de la Russie ou d'autres nations impliquées? Merci. Merci. Michel, je te laisse prendre également la deuxième question. Oui, merci pour vos 2 questions. Alors, Tarot, vous le savez, ça fait partie de nos capacités essentielles pour la surveillance de l'espace. C'est un réseau de télescopes qui sont mis en œuvre et qui appartiennent au CNRS, sur lesquels nous avons une forme de droit de tirage qui sont opérés par le CNES pour le compte du ministère des Armées, qui viennent alimenter l'ensemble des données
dont nous disposons pour établir une situation spatiale. Donc nous avons utilisé évidemment les télescopes Tarot. Donc il y a en fait une allocation de ressources sur le réseau Tarot qui est parfaitement connu et maîtrisé, et donc ils sont à la fois utilisés par le ministère des Armées de la façon que j'ai indiquée, mais également par les astronomes et les chercheurs du CNRS, donc ça ne pose pas de problème particulier. S'agissant de la deuxième question, eh bien, vous pouvez imaginer que nous sommes évidemment en veille permanente, en lien avec nos partenaires et alliés sur ce qui peut arriver actuellement dans l'espace. L'espace, c'est encore aujourd'hui une zone grise, et donc il y a des choses que je peux vous dire parce qu'elles sont publiques, vous le savez. Depuis quelques jours, peu après le début des opérations, nous avons eu un réseau satellitaire qui couvre notamment l'Europe et notamment l'Ukraine, qui a été victime d'une attaque cyber, et donc avec des dizaines de milliers de terminaux qui ont été rendus inopérants immédiatement après cette attaque. Donc vous voyez que ce que nous avions imaginé arrive. Ça, c'est un point extrêmement fort. Vous savez également, mais là on rentre dans un champ qui est beaucoup plus politique, mais qui est essentiel pour nous, ça a été dit en introduction par le porte-parole, nous avons également une problématique d'accès à l'espace et de souveraineté. Vous savez que les Russes ont exercé une forme de chantage sur la société OneWeb, qui devait envoyer aujourd'hui même quelques satellites de la constellation OneWeb dans l'espace depuis Baïkonour. Et donc, et vous savez sans doute, et ça date d'aujourd'hui, que OneWeb a décidé finalement de ne plus faire appel aux Russes pour lancer ces satellites dans l'espace. Ça a été dit également, nous avons un sujet sur le lancement de CSO3. Donc les répercussions du conflit ukrainien, eh bien, sous une forme ou sous une autre, existent dans l'espace. Donc c'est quelque chose que nous suivons évidemment de très près. Et à ce stade, c'est tout ce que je pourrais vous dire. Oui, nous avons une question en ligne de monsieur Didier Loras. Oui, je voulais juste savoir, vous venez de parler d'une attaque sur des réseaux satellitaires qui avait eu des conséquences pour des milliers de connexions. Je voulais savoir de quelle liaison s'agit-il? Des liaisons civiles ou militaires? Non, mais de toute façon, il s'agit d'un réseau civil. Il s'agit d'un réseau civil via SAT. Donc, vous le savez, nos capacités spatiales, enfin en tout cas celles qui servent à la défense, et notamment pour les satellites de communication, sont organisées selon une logique de 3 cercles. Nous avons un cœur souverain qui nous garantit une intégrité parfaite de nos capacités. Et donc là, ce premier cercle, ce noyau dur, c'est fourni aujourd'hui par nos satellites Syracuse 3, 3B, 4A, qui est désormais en orbite, mais qui n'est pas encore complètement opérationnel. Et nous avons ensuite des coopérations avec des partenaires étrangers. Donc nous avons le satellite Infidus, Cicral 2, et puis ensuite qui constitue le deuxième cercle qui vient augmenter ses capacités. Et ensuite nous avons un troisième cercle qui augmente la résilience de l'ensemble et qui augmente nos capacités là où nous en avons besoin, qui est constitué par des capacités fournies par des partenaires commerciaux. Et très clairement, les attaques, les systèmes qui ont été l'objet de ces attaques ne rentrent pas ni dans le premier ni dans le deuxième cercle de nos capacités spatiales. Nous avons aussi une question de monsieur Pierrick Merlet de la Tribune. Oui, bonjour. Je voulais que vous nous rappeliez la montée en puissance du CDE sur Toulouse, notamment en matière d'hommes et peut-être aussi en matière de bâtiments. Du coup, quel est le plan de montée en puissance du CDE, s'il vous plaît? Oui, vous aviez tout à l'heure à l'écran une planche qui vous indique que de manière schématique, la montée en puissance de nos ressources humaines, c'est en gros 50 personnes par an jusqu'en 2025. Ces 50 personnes sont pour l'essentiel à Toulouse. Nous avons aujourd'hui un peu moins de 60 personnes à Toulouse. Elles vont être, nous avons depuis l'été dernier, depuis la fin de l'année dernière, des locaux temporaires qui ont été installés dans l'enceinte du Centre spatial toulousain. Mais nous ne sommes plus depuis le mois de novembre hébergés dans les locaux du CNES, mais dans nos propres locaux. Nous aurons nos installations définitives en 2025, puisque la ministre a validé cette année, en juillet, le programme d'infrastructure qui a été lancé et qui nous permettra de disposer de locaux définitifs en 2025, lesquels comprendront à la fois nos bureaux, bien sûr,
mais également le centre d'opération, le centre de formation aux opérations spatiales militaires, les locaux du laboratoire d'innovation spatiale des armées, et à proximité duquel se trouvera le centre d'excellence OTAN. C'est un programme ambitieux, à la fois dans son timing et dans sa nature. C'est non seulement un signe visible de l'ambition de la France, mais ça sera un véritable outil opérationnel avec ce centre d'opération qui sera au cœur du bâtiment. C'est un bâtiment qui représentera environ 10 000 mètres carrés pour ce qui concerne le commandement de l'espace et environ 2 000 mètres carrés pour le centre d'excellence OTAN. Merci mon général. Autre question ? Monsieur Lamijon en salle. Bonjour général, Vincent Lamijon, Magazine Challenge. Quelques petites questions sur votre réflexion sur les armes anti-satellites. J'avais cru comprendre que la France excluait plus ou moins clairement des armes cinétiques. On s'orientait plutôt vers des aveuglements de type laser. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer ? Et puis savoir aussi l'état de votre réflexion sur les satellites inspecteurs. Alors, je crois qu'il y a un programme qui s'appelle Yoda, qui, si j'ai bien compris, un démonstrateur. Mais savoir si à terme on pouvait imaginer une flotte de satellites inspecteurs qui serait dédiée à chaque satellite, ou est-ce que ce serait, est-ce que ça se compterait en unités, en dizaines? Je me rends pas tellement compte quelle pourrait être l'étendue de cette flotte de satellites inspecteurs. Merci beaucoup. Oui, merci pour votre question. Alors sur le premier point, c'est très clair depuis le début. Ça a été écrit dans la stratégie spatiale de défense, ça a été dit par la ministre. Les armes cinétiques sont une ligne rouge pour nous. Ça rentre clairement dans la catégorie des comportements non responsables à partir du moment où ça crée des débris multiples de longue durée de vie. Et donc c'est quelque chose que nous nous interdisons évidemment, puisque c'est ce que nous considérons comme étant un comportement irresponsable. Donc nous cherchons évidemment des pistes, et là aussi la ministre en a parlé dans ses interventions, du côté des armes à énergie dirigée, donc le laser en fait partie. Et donc il est trop tôt pour dire ce que seront les capacités dont nous disposerons à l'horizon 2030, mais en tout cas c'est ce que nous étudions. Pour votre deuxième question, Yoda est effectivement, alors ce n'est pas un programme, c'est un démonstrateur. Mais c'est un démonstrateur qui est extrêmement important pour nous parce que c'est un démonstrateur qui va nous permettre d'acquérir des compétences que nous n'avons pas, ni nous ni le CNES aujourd'hui, et donc de manœuvres en orbite et en orbite géostationnaire pour commencer. Nous avons d'autres idées de démonstration évidemment qui sont également à l'étude. C'est un programme qui va nous permettre également de tirer vers le haut l'ensemble de la réflexion conceptuelle, du design du commandement et du contrôle, parce que ça a des implications extrêmement importantes à la fois sur les charges utiles, sur le concept, sur l'architecture du C2 pour mettre en œuvre une telle capacité en toute sécurité, mais également sur les aspects politiques, communication stratégique. Comment est-ce qu'ensuite on explique la mise en œuvre de ces moyens-là, même si c'est parfaitement cohérent avec la stratégie. Et ce démonstrateur, évidemment, préfigure ce que pourrait être à l'horizon 2030 une capacité opérationnelle dont je ne sais pas vous dire aujourd'hui à quoi elle ressemblera, ni en nombre, ni en qualité, parce que évidemment, ça nécessite à la fois les premiers retours d'expérience de ce démonstrateur qui sera mis en orbite, vous le savez, en 2024, et en même temps les résultats des études sur les charges utiles et des études de concept et d'architecture que nous menons à côté. Bonjour, monsieur le général. Bonjour. C'est Antonio Torres de l'agence de presse EFE. Je reviens sur la question des attaques satellitales. Combien d'usagers ont été affectés pour cette attaque? Combien de quoi, pardon? Des usagers de personnes qui ont été affectées par cette attaque à la connexion à Internet ou usagers. Oui, alors je suis désolé, je ne vais pas pouvoir répondre. Je ne suis sans doute pas la personne pour vous répondre. Je pense qu'il faudrait interroger l'industriel qui met en œuvre ces terminaux, qui fournit le service. Les informations dont je dispose, c'est plusieurs dizaines de milliers de terminaux qui ont été endommagés, rendus inopérants et probablement irréparables. Alors, j'aurais voulu seulement savoir, cette NATO Space, était-il programmé avant ou c'était les événements qui sont déroulés au début de millénaire? Comment vous avez décidé que ce soit Toulouse et pas une autre base? Quels sont participants qui vont être là? Combien de personnes d'ailleurs? Est-ce que tout le monde sera militaire ou il y aura des
des scientifiques. Comment ça sera hiérarchiquement organisé, s'il vous plaît? Vous parlez, merci madame, vous parlez du commandement de l'espace ou vous parlez de l'exercice Astérix? Je pense que madame parle du centre intégré OTAN, du centre d'excellence OTAN, voilà. du COE. D'accord. Du centre d'excellence de l'OTAN. Alors le centre d'excellence de l'OTAN, c'est une organisation internationale qui aura un statut tout particulier. Ça n'est pas une agence de l'OTAN, mais c'est un centre accrédité par l'OTAN qui comprendra à la fois des militaires et des civils, sans aucun doute, et qui a vocation à fournir de la réflexion doctrinale, de l'expérimentation, de la formation en soutien de l'OTAN. Et donc, il sera sans doute pour l'essentiel armé par des militaires des pays qui vont vouloir participer à ce centre. Et je l'ai dit, à ce stade, 14 nations ont manifesté leur intérêt pour contribuer et physiquement, c'est-à-dire mettre du personnel et financer le fonctionnement de ce centre. Sans doute davantage après la deuxième conférence d'établissement qui aura lieu dans 15 jours. Mais vous aurez sans doute également du personnel civil. Je ne pense pas, ce n'est pas la vocation du centre de faire de la recherche scientifique, si c'est votre question. Autre question en ligne peut-être? Non. Une dernière question en salle pour le général Friedling? Non. Eh bien mon général, il me reste à vous remercier très sincèrement pour le temps que vous avez pris et à vous dire à demain à Toulouse pour l'exercice Astérix avec la ministre. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. Mon colonel, le point sur les opérations. Bonjour à tous, donc je vais commencer par vous faire un point sur la situation au Sahel. En vous disant que la force Barkhane poursuit la réarticulation du dispositif qui a été annoncé par le président de la République le 17 février. Donc on a initié une manœuvre logistique hors norme qui est conduite en bon ordre, en sécurité et en liaison avec les forces armées maliennes, tout en continuant la lutte contre les groupes armés terroristes qui, eux, n'ont pas cessé leurs activités. Donc la semaine a été dominée par la poursuite des opérations de sécurisation et de défense des emprises et surtout par la poursuite des convois logistiques. Suivante. Donc là, sur le bilan des opérations aériennes que vous avez sous les yeux, pour le mois de février, 626 sorties, avec un détail 107 missions chasse, 96 sorties ISR, 423 missions de transport. Ce qui est intéressant de noter, c'est que 40% de ces missions ont été assurées au profit des forces partenaires. Suivante. En ce qui concerne les convois logistiques. Donc, on a débuté la réarticulation qui a été annoncée le 17 février. Le premier convoi a fait mouvement le 18 février, c'est-à-dire le lendemain. Donc là, ce dont je peux vous parler, c'est le convoi qui a été organisé la semaine dernière, du 22 au 24 février 2022, où on a un sous-groupement logistique qui a effectué une liaison entre Gao et la BAP de Niamey, 24 heures de route, pour dégager 150 conteneurs et assurer l'acheminement de ressources consommables, de ressources logistiques vers Gao. Depuis le 17 février, c'est le deuxième convoi qui évacue des matériels entre Gao et Niamey. Suivante. On poursuit les missions de lutte contre les groupes armés terroristes avec un sous-groupement tactique désert qui appartient à la Task Force Takuba qui poursuit ses opérations de contrôle de zone dans la région de Ménaka, donc dans la zone des 3 frontières, avec des patrouilles qui sont effectuées en autonome mais en coordination avec les forces maliennes, puisque vous savez que nous ne menons plus d'opérations conjointes avec les forces maliennes suite à la décision qui a été prise de désengager la force Barkhane du sol malien. Et Takuba, les task groups de Takuba européens poursuivent la conduite d'opérations coercitives ou de harcèlement contre les groupes armés terroristes, mais elles les poursuivent maintenant en autonome. Ok, un point sur Corimbe. Donc, pour vous parler de la fin de la mission Jacoubé, qui avait été engagée, qui va prendre la route de Brest après 3 mois d'opération dans le golfe de Guinée, en soutien aux marines locales dans leur lutte contre la piraterie, la pêche et les trafics illégaux. Jacoubé est engagé depuis le 3 décembre 2021. Il a passé au total 65 jours en mer. Il est passé au Sénégal, au Gabon, en Côte d'Ivoire, à Sao Tomé. Et donc, il a passé la moitié de son activité en zone à risque de piraterie et a participé à des exercices avec les marines des pays riverains, et notamment à African Nemo 22.1. Il a parcouru
21 000 nautiques. Et il est relevé par le commandant Biro. Suivant. Un mot pour Chamal. Sur Chamal, pardon, le bilan des sorties que vous avez sous les yeux pour le mois de février. Avec 60 sorties Rafale Marine, je reviendrai un peu sur le bilan du GAN, 15 sorties E2C, 56 sorties de la base aérienne Projeté-Levant, 189 sorties de nuit et 287 opérations de ravitaillement réalisées. Suivante. Toujours pour Chamal, mission d'entraînement au profit des forces armées irakiennes, puisque vous savez que maintenant la mission OIR est centrée sur l'appui et le soutien aux forces armées irakiennes. Il n'y a plus d'engagement direct des contingents étrangers contre Daesh. Et donc dans ce cadre, nous avons formé des contrôleurs tactiques irakiens. 25 contrôleurs tactiques irakiens ont été formés depuis octobre 2021. Il y a eu une séquence de formation au cours de la semaine passée et qui s'est conclue par un entraînement au tir de bombes guidées laser GBU et d'armement air-sol modulaire AASM par les Rafales marines et air avec les contrôleurs tactiques irakiens. Suivant. Pour ce qui concerne les FFEAU, je vous fais un point sur la poursuite du renforcement du dispositif de défense aérienne des Émirats Arabes Unis. On a toujours deux patrouilles de Rafale qui effectuent quotidiennement des vols en mission de défense aérienne pour des durées d'environ 4 heures. Donc cette semaine, logiquement, ça fait 14 sorties qui ont été conduites par la BA-104. Le plot défense solaire avec des crotales est pleinement opérationnel désormais et il fonctionne quotidiennement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est aussi intégré dans le dispositif de défense aérienne des Émirats Arabes Unis. Pour ce qui concerne l'opération Agénor, je veux simplement vous signaler le transfert de commandement à la Belgique, alors que la mission fête son 2e anniversaire. Et si on fait un bilan en 2 ans, c'est 15 frégates, 12 détachements d'aéronefs de patrouille maritime des 9 pays contributeurs qui ont été engagés dans l'opération depuis le début en février 2020. Ça fait 1100 heures de vol, 752 jours de mer et 170 passages du détroit de Dormouz. Et actuellement, c'est la frégate de type Lafayette Guéprat qui est engagée dans l'opération. Suivante. Un mot sur la frégate de surveillance Vendémiaire qui est engagée en zone Asie, qui a appareillé de Nouméa le 31 janvier dernier pour une mission en Extrême-Orient. Elle a conduit une relâche opérationnelle en Malaisie à Kota Kinabalu du 22 au 25 février 2022 pour ravitailler. Elle est en mission de surveillance aéromaritime en direction des Spratleys en mettant en œuvre son hélicoptère embarqué dans le respect du droit maritime international. Et depuis le 26 février matin, elle est suivie par une frégate chinoise qui l'interroge régulièrement sur ses intentions, mais les interactions sont jugées professionnelles. Suivante. Je vais vous faire un point sur la zone Europe qui a déjà été abordée. Donc sur la situation en Ukraine, vous avez sous les yeux une carte qui maintenant sera quotidiennement mise en ligne sur le site du ministère des Armées. Pour vous rappeler que la Russie engage aujourd'hui 120 000 soldats sur ce théâtre d'opération face à une armée ukrainienne qui est évaluée à 90 000 hommes. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de la situation qui est largement commentée sur les chaînes d'infos en continu. Simplement pour vous dire que Kherson, dans le sud du pays, est tombé hier. Les Russes ont pris contrôle de la ville. Kiev est toujours sous le contrôle des Ukrainiens. Elle n'est toujours pas encerclée. Mariupol est encerclée. Vous voyez Mariupol sur la carte, c'est au sud-est. C'est ce qui permettrait aux forces russes de réaliser la jonction territoriale, d'assurer la continuité territoriale entre la Crimée et les provinces sécessionnistes et la Russie. Et donc c'est un objectif qui reste jugé comme prioritaire. Mariupol est encerclé par les forces russes et les forces séparatistes, mais n'est pas encore tombé. L'objectif principal, ça reste bien sûr Kiev et la ville de Kharkiv qui est soumis à d'importants bombardements. Et on pense que le regroupement qui est observé à 60 km au nord de Kiev, et dont on a vu beaucoup de photos de prise de vue satellite, correspond certainement à une séquence de pause opérationnelle et de préparation opérationnelle avant un engagement majeur sur la ville de Kiev une fois que celle-ci sera encerclée. Au niveau des réfugiés, vous avez entendu comme moi les chiffres qui vont de 700 000 à 1 million de réfugiés. Le HCR parle maintenant de 1 million de réfugiés. Je ne reviens pas sur les différents bilans qui ont été annoncés parce que je pense qu'on est dans une situation de guerre informationnelle et l'annonce des bilans aussi bien du côté russe que du côté ukrainien en fait partie.
Ce qui aussi est à noter, c'est qu'on en parle peu, mais dans le Donbass, les séparatistes avancent plusieurs dizaines de kilomètres. Voilà. On pense que les prochains jours vont être assez difficiles et assez durs, et que la Russie va engager son deuxième échelon, c'est-à-dire l'échelon où on a la partie principale des pièces d'artillerie et des pièces d'appui, et que ça va être assez compliqué. Suivante. Je pourrais répondre à d'éventuelles questions sur les affaires de tempo, si vous voulez. Donc, je ne reviens pas dans le détail sur ce qui a été dit par le porte-parole, par Hervé Grandjean. Je voudrais simplement vous signaler... Tu peux me mettre la diapo sur la NRF, s'il te plaît? On reviendra en arrière après. Hop, ok. Vous rappelez que la France est nation cadre de la NRF 22. La NRF 22, c'est 40 000 hommes qui sont en alerte, dont 20 000 hommes dans ce qu'on appelle la VJTF, Very High Readiness Joint Task Force, et que c'est bien dans ce cadre-là que le bataillon motorisé de la force de réaction rapide a été déployé en Roumanie. Ce n'est pas un dispositif IFP, c'est la première fois que l'OTAN engage une unité de la NRF dans ce cadre, une unité d'alerte. Et donc c'est dans ce cadre-là que ce bataillon a été engagé en Roumanie, et qu'il va probablement préfigurer un dispositif IFP qui va monter en puissance dans les prochains mois, qui sera certainement effectif durant l'été, et qui ressemblera à ce qu'on peut avoir dans les pays baltes, en Estonie, en Lettonie ou en Lituanie. Tu peux revenir en arrière, s'il te plaît? Donc, en Estonie, on a un sous-groupement à dominante infanterie qui va se déployer à partir de la mi-mars. La situation est la suivante. On avait déployé la mission Lynx pendant 1 an. La fin de l'année d'engagement arrivée au mois de mars, à la mi-mars, la décision a été prise de maintenir l'engagement français, qui va donc s'ajouter à la contribution danoise qui était d'ores et déjà planifiée. Donc les Danois arrivent et les Français restent en plus. Ça veut dire que le battle group qui est commandé par les Britanniques sera plus important, d'environ 250 hommes par rapport à ce qui était prévu initialement. Sur la partie estonienne, donc, comme ça a été dit, on déploie un plochas de 4 Mirage 2000-5 à partir du 15 mars sur la base aérienne d'Amari. Ce plochas s'intégrera dans le dispositif EAP, Enhanced Air Policy, sera chargé d'assurer des missions de police aérienne, voire de défense aérienne. Et ça s'inscrit dans un cycle de relève et de programmation qui était prévu. Il était prévu que ça arrive plutôt en fin mars, début avril. Là, on l'avance. Ça fait partie des mesures de renforcement qui ont été décidées par la France. Au total, on aura une centaine d'aviateurs et donc 250 terriens. Sur la partie polonaise, donc depuis le 24 février, on assure deux missions quotidiennes dans le cadre du dispositif Enhanced Vigilance Activities, qui est placé sous les ordres de AIRCOM, qui est un état-major de l'OTAN. Et le but, c'est d'assurer des missions de surveillance et de défense aérienne au-dessus du territoire polonais. La suivante, s'il te plaît. Et donc la mission Aigle, qui sera le pendant de la mission Lynx, et ça sera la mission qui sera donc déployée en Roumanie, qui est baptisée la mission Aigle, et donc composée d'un bataillon de 500 hommes, 500 Français. Vous avez la composition à grosse maille sur la diapo, c'est-à-dire autour du 27e BCA, le 126e RI, régiment d'infanterie, le 4e régiment de chasseurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a 150 Belges qui vont arriver à partir de la fin de la semaine prochaine, milieu de la semaine prochaine, et donc on aura un bataillon franco-belge qui pourra qui va commencer à se déployer sur le camp de Chinku dans la semaine qui vient ou les 2 semaines à venir, et donc qui va conduire des activités de préparation opérationnelle ou de préparation au combat de haute intensité, comme on peut les voir en Estonie, comme on a pu les voir en Estonie ou dans d'autres pays baltes. Pour revenir sur des questions qui m'ont été posées au cours des derniers jours, ce bataillon n'a pas vocation à se déployer sur les frontières de la Roumanie pour faire face à d'éventuelles difficultés face à un pays. Ce bataillon, il est là pour mener des missions, pour assurer une forme de réassurance et renforcer directement la posture défensive et dissuasive de l'OTAN sur son flanc oriental. Suivant.
Parallèlement à ça, je rappelle, puisqu'on en a déjà parlé, les contributions françaises aux exercices Brilliant Jump 22 et Cold Response 22, donc ceux qui contribuent au renforcement de la présence et des activités de l'OTAN en Europe du Nord, en l'occurrence la Norvège. Donc l'exercice Brilliant Jump a réellement débuté le 28 février par une phase de mise en alerte. On a 2000 soldats et 400 véhicules qui s'apprêtent à quitter la France pour la Norvège. Les premiers éléments vont partir dans les prochains jours. Ils seront accueillis par des unités logistiques déployées pour assurer le soutien réel. Et en fait, les chargements de matériel sont prévus, sont actuellement en cours. Et on aura un bâtiment affrété qui va charger une partie des matériels. Donc on aura une projection par voie maritime vers la Norvège. À côté de ça, donc ça c'est l'exercice de projection de la VJTF, l'élément le plus placé dans les délais d'alerte les plus réduits de la NATO Response Force. Et parallèlement à ça, la Norvège a dit, OK, puisque vous faites un exercice de projection sur notre territoire, profitons-en pour faire un gros exercice pour jouer un scénario d'engagement d'une force de l'OTAN contre un ennemi symétrique. Et ça, c'est l'exercice Cold Response, donc qui sera conduit par l'état-major norvégien, qui est un entraînement de défense du territoire par les alliés et pays partenaires de l'OTAN dans un engagement de type article 5. Donc de défense collective. 35 000 militaires de 28 nations, et la France engage 3 200 militaires, 500 véhicules, 2 bâtiments de la Marine nationale, le Dixmude et la Freme Languedoc, un Patmar, un E-3F de l'armée de l'air et de l'espace, et donc une grosse composante terrestre autour d'un état-major de brigade et de 3 groupements tactiques, dont un groupement tactique embarqué. Le GAN, pour vous rappeler qu'il est en mission de surveillance maritime et aérienne en Méditerranée et qu'il a il a assuré des missions OIR dans le cadre de Chamal jusqu'au 24 février. Et dans ce cadre-là, il a assuré 72 sorties air et plus de 400 heures de vol. Suivante. On passe celle-là. Et je termine par la Freme Languedoc qui poursuit sa patrouille en mer de Norvège et qui participe à la mission de connaissance-anticipation pour les armées françaises. Ceci conclut le point de situation et je suis prêt à répondre à des questions. Merci mon colonel. Des questions pour le colonel Yanni. Il y a une question qui a été posée tout à l'heure par Jean-Marc Tanguy au sujet de la livraison des missiles FMP et Enforcer à l'Ukraine. Est-ce qu'il y a une confirmation de ces livraisons? Il n'a pas eu de réponse. Mais j'ai pas compris. La même question que Jean-Marc Tanguy tout à l'heure? Oui, oui. Mais ça sera la même réponse. Qui est? No comment. Qui est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais. Est-ce que vous pouvez redire l'endroit exact où seront stationnés la mission Aigle? La mission Aigle, le bataillon de la mission Aigle est actuellement à Constanza, qui est un port au bord de la mer Noire. C'est une zone de regroupement et de prédéploiement. Donc le bataillon vient d'arriver. Il sera au complet à la fin de la semaine. Et ensuite, il devrait se déployer dans un peu plus au centre de la Roumanie, à Cincu. Et donc là, on est en train de préciser les modalités selon lesquelles ce redéploiement va être opéré. C'est une manœuvre assez classique. On arrive, on se regroupe, une fois qu'on est complet, on se déploie. Bonjour mon colonel, Raphaël Kraft, France Culture. J'ai envoyé un mail au CIRPA Mer au sujet de potentielle surveillance des câbles sous-marins. Il est demeuré sans réponse. Le Yantar a été vu de nombreuses fois en Europe. Est-ce qu'il y a des missions qui sont prévues pour ça? Je vais laisser le chef du CIRPA Mer vous répondre. Oui, bonjour monsieur, j'ai pas eu votre mail, donc on en reparle après si vous voulez. Non, actuellement il n'y a pas de signe d'activité russe sur les câbles sous-marins. Merci. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Ok, écoutez, merci infiniment. Et donc pour ceux qui le souhaitent, un déplacement de la ministre demain à Toulouse avec un point presse. Merci à vous, très bonne journée, bonne fin de semaine. Merci à tous.